Ma mémoire bonne, c'était un vendredi, donc fin de semaine, le week-end. Moi, en ce qui me concerne, j'étais moi-même partie faire des livraisons, mais un peu plus loin. Je me suis rendue à Rennes. Je reçois un coup de téléphone aux alentours de 10h30. C'est mon beau-père c'est une entreprise familiale, donc on fait des livraisons. Il m'appelle, il me dit que bizarrement, il n'a pas de nouvelles de Cédric. Son téléphone ne répond pas et vu que son véhicule est géolocalisé, il se rend compte que certes, il est sur sa trajectoire pour se rendre dans le 15e arrondissement et effectuer ses livraisons, mais il n'est pas censé stagner à cet endroit aussi longtemps, c'est-à-dire près d'une demi-heure. Il répond pas au téléphone, donc tout de suite il s'inquiète, mais il me demande en même temps de pas trop m'inquiéter. Et bon, vu qu'on est à peu près une trentaine de livreurs, donc il y a de fortes chances pour qu'il y ait un de ses collègues qui soit dans le coin. Donc il me dit, écoute, t'inquiète pas, à mon avis, c'est peut-être fait contrôler par la police, contrôle de routine ou peut-être éventuellement une infraction. Je te tiens au courant. Moi, je finissais ma journée parce qu'elle avait commencé à 5h. Donc je finis mes livraisons aux alentours de 11h. Je l'appelle pour lui dire que tout est OK. Et là, il me dit, écoute, j'ai envoyé Lucas sur place. C'est un coursier de l'équipe. Il me dit, je l'ai envoyé. Et bizarrement, il me dit, sur place, il y a un attroupement. Il a pu voir un camion de pompiers, des voitures de police, du monde. Et il a croisé une ambulance, enfin le camion du SAMU avec 3 motards. Il me dit, mais Cédric, il n'est pas sur place. Puis quelques minutes après, comme je vous dis, les véhicules sont géolocalisés. Il se rend compte que le véhicule se trouve dans le commissariat de proximité qui est rue Flabert ou Faber, je ne sais plus. Donc il me tient au courant, bien entendu. Il me dit écoute, désolé de te le dire, mais effectivement, un contrôle, une infraction. Il me dit en tous les cas, Cédric, il est au commissariat. Je lui dis OK. Il envoie un chauffeur qui est pas très loin, aux alentours de 11h. Il s'y rend, il se présente gentiment en tant que salarié de la société et il dit qu'il vient pour prendre des nouvelles de Cédric et savoir s'il est bien dans les locaux et pourquoi il y est. Donc là, il est reçu par un brigadier qui lui explique que... Non, dans un premier temps, je m'excuse, désolé. Alors qu'il lui communique la plaque d'immatriculation du véhicule, dans un premier temps, il nie le fait que le véhicule soit là et que Cédric soit là. Il dit non, ça me dit rien. Ça me dit rien, ça me dit rien. Donc le chauffeur va pour repartir et mon beau-père lui dit écoute, tu retournes, t'insistes parce que le véhicule est géolocalisé. Donc faut pas qu'il me prenne pour un bœuf, il est là. Donc il y retourne et là il insiste. Là l'agent de police prend la peine de passer un coup de téléphone en interne, il se renseigne, il raccroche et il répond au chauffeur qu'effectivement le véhicule est là et Cédric, quoi qu'il arrive, il peut rien nous dire. Mis à part le fait qu'il a le droit à un avocat, un médecin si nécessaire, et un appel téléphonique. Et ça nous inquiète encore plus. Parce que pour quelle raison il n'aurait pas appelé, vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai cette information qui vient à moi, et puis là, ça commence à m'inquiéter un peu. Parce que je me dis, après tout, pourquoi il n'aurait pas appelé? Ne serait-ce que pour me dire, ne t'inquiète pas. Et là, on me conseille sagement de rentrer chez moi, mais moi, de suite, j'ai ma fille qui est à mes côtés, parce que c'était les vacances, donc je l'ai prise avec moi. Je me suis dit, elle va me tenir compagnie sur la route. Je dis à ma fille, écoute, en fin de compte, changement de destination, tu mets commissariat, machin. Donc j'arrive là-bas à 14h47 à peu près, rebelote. Donc je vais voir le brigadier, je me présente en tant qu'épouse, monsieur Chouvia Cédric, voilà, donc le véhicule, je transmets encore une fois la plaque d'immatriculation, et là j'ai le droit au même discours. Il me dit, oui, il a le droit à un appel téléphonique. Rebelote. Il dit exactement ce qu'il a dit à Jean-Charles. Je lui dis, OK. Je lui dis, mais c'est quand même bizarre que mon mari n'ait pas passé ce fameux coup de fil auquel il a le droit. Je lui dis, excusez-moi, mais moi, la police, ça me rassure pas. Il y a 15 ans de ça, je vous le dis, en direct. Il y a 15 ans, avenue des Ternes, à l'époque... Dans le 17e à Paris. Dans le 17e à Paris. On avait une équipe de coursiers à M6, avenue Charles de Gaulle. On faisait les livraisons pour M6 à l'époque. Et mon mari, sur sa dernière livraison, il se fait interpeller avenue des Ternes. Pareil, par 2 policiers. Et puis le ton monte. Et sans même qu'il s'en rende compte, il se fait étrangler. Mais violemment. Il me raconte le récit de son histoire. Je sais que ça n'a rien à voir, mais c'est pour vous dire que... Ils ont vous n'étiez pas rassuré quand vous... Et voilà, je vous explique pourquoi je ne suis pas rassurée. Et puis bon... Et donc de là, et ce jour-là, mon mari m'a dit, écoute, s'il m'avait retenu encore une seconde de plus, je serais pas là pour te raconter mon histoire, c'est que je vais vivre longtemps. Il m'a dit, je t'assure, j'ai vu mes yeux se révulser,
je me suis vue partir. C'était une parenthèse. Donc je lui ai dit, écoutez, moi je suis pas très rassurée. Est-ce qu'il est possible que je sois accueillie par quelqu'un de chez vous qui m'en dise un peu plus pour me rassurer? Il me dit que non, c'est pas possible, il est majeur et qu'il peut pas me fournir plus d'informations. Donc de là, j'insiste encore une fois et en insistant, il me dit qu'en fin de compte, il est pas là, mais que son véhicule est là. Je lui dis, écoutez, si le véhicule est là, c'est que c'est vous qui l'avez récupéré, donc vous en savez un peu plus. Je dis, donc dans ce cas-là, il n'a pas été interpellé, il a fait un accident, tout bêtement. Donc dites-moi à quel hôpital il a été conduit. Ah non, je ne peux pas vous donner plus d'informations. Donc là, vous ne savez pas du tout. Ça fait combien de temps que ça... Là, depuis 10h30. Et là, il est quelle heure? Du matin, là, il est pas loin de 15h. Et là, vous n'avez toujours pas de nouvelles de votre mari? Pas de nouvelles, je ne sais pas qu'il a été transporté à l'hôpital. Son véhicule, mais vous ne savez pas s'il est au commissariat, s'il est à l'hôpital. Voilà, non, là, à ce moment-là, je sais qu'il n'est pas au commissariat. Là, ça y est, donc à 15h seulement. À 15h. Et donc là, je me dis, tout bêtement, malheureusement, il a fait un petit accident, il est conduit. Donc je suis toujours aussi inquiète. Et j'insiste pour avoir les coordonnées à l'hôpital, il me dit qu'il ne peut rien dire. Donc je me rends à la caserne des pompiers, j'envoie mon fils en scooter à Cochin, la Salpêtrière, puisqu'il est lui-même coursier quand il n'est pas à l'école. Donc il fait tous les hôpitaux de Paris. Donc il fait déjà, voilà, en parallèle, j'appelle. Donc là, le truc, c'est de savoir dans quel hôpital il est hospitalisé. Manque de peau, on appelle Georges Pompidou, service des urgences, ils me disent qu'il n'est pas là, parce qu'il était au service réanimation. Ah, d'accord. Donc, une fois, donc l'heure, elle tourne, etc. Bon, je finis par me dire, bon, enfin, après tout, il n'y a qu'eux qui savent où est-ce qu'ils se trouvent, donc il faut que je retourne les voir. Commissariat. Donc, je retourne les voir, et cette fois-ci, je suis accueillie d'une autre manière. On me dit qu'il y a quelqu'un qui m'attend carrément, et que je suis la bienvenue, on me fouille pas mon sac, on me demande pas ma pièce d'identité, on me laisse... Effectivement, il y a un monsieur qui m'attend devant la porte. Vous êtes toutes les deux? Non, je suis toute seule. Là, Sophia, elle est pas là. Elle est à la maison avec mon petit frère. Et Soukaina, qui a 13 ans, elle est dans la voiture avec moi. Très bien, d'accord. Donc, je rentre dans le commissariat. Là, j'ai un policier qui m'accueille et qui me dit ah, vous tombez bien, madame. Je lui dis écoutez, moi, je suis très inquiète pour mon mari. Est-ce que vous pouvez me dire à quel hôpital il a été transporté? Il me dit écoutez, justement, nous, on se pose beaucoup de questions. Je lui dis par rapport à quoi? Il m'explique que mon mari a été interpellé et qu'il était très énervé, qu'il comprenait pas pourquoi et que ça tombait bien. Je pourrais peut-être l'éclaircir sur certains faits. Je lui dis écoutez, moi le plus important pour moi c'est de me rendre à l'hôpital. À quel hôpital il est? Georges Pompidou. Et je vais pour partir. Et à ce moment-là, il me dit non, suivez-moi, j'ai besoin de vous parler, asseyez-vous, machin, au calme. L'heure elle tourne. Et vous sentez qu'il y a un truc bizarre là? Il y a un truc bizarre. Je lui dis, bon, écoutez, puisque je suis là, tant qu'à faire, est-ce que, à tout hasard, vous avez des biens personnels à lui, je les récupère. Déjà, là, tout de suite, il me met dans l'ambiance, il me dit, ah non, je peux pas, c'est sous scellé, et il y a le procureur de la République qui s'est saisi de l'affaire. Je lui dis, mais de quelle affaire? Et là, il me dit, voilà, votre mari, il a fait un malaise. Et à ce moment-là, il y a une de ses coéquipières qui rentre, donc elle se joint à la conversation. Et elle me dit « Ah, vous êtes la femme du monsieur ?» Je dis « Oui ». Elle me dit « Je comprends pas, il était très énervé, il s'est beaucoup emporté, on n'a pas compris, il a fait un malaise, d'accord ?» Et là, elle me dit « Malaise cardiaque ». On a essayé, je suis témoin, de lui faire un massage cardiaque. Et par la suite, c'est le SAMU qui a pris la main. Je lui dis « Bon, écoutez, là, dans ce cas-là, j'ai vraiment plus rien à faire avec vous, je m'en vais. » Je lui dis « Mais... » Je prends quand même la peine, je lui dis peut-être que vous avez fait une interpellation peut-être un peu musclée, j'essaie d'en savoir un peu plus. Elle me dit ah non, pas du tout. Elle joint ses deux pieds, elle me dit écoutez, moi j'étais là, je suis témoin, je suis arrivée à la fin mais je suis témoin, il était debout, il est tombé tout seul. Non. D'accord. Ça me paraît un peu bizarre mais sur le coup le plus important c'est d'aller à l'hôpital. Donc je me rends à l'hôpital, je préviens mon fils, je lui dis de me rejoindre là-bas, je m'y rends avec ma fille, arrivée là-bas. De fil en aiguille, on m'explique qu'il est dans l'unité 3, donc je l'aperçois au loin, je vois ses pieds, je les reconnais, mais bon, pour moi, il est allongé. On me dit service de réanimation. Et bêtement, ça fait un amalgame dans ma tête. Vous savez, après le bloc opératoire, on passe souvent en réa. Donc réanimation, pour moi, ça rime avec réveil, surveillance. Ça vous a pas fait trop peur? Ouais. Au contraire, quand on m'a dit réanimation, ça m'a rassurée. C'est mieux qu'urgence. Exactement. Il est allongé, donc je me dis, effectivement, il faisait un peu d'hypertension traitée. Et donc, il avait son petit comprimé qu'il prenait tous les jours. Et voilà, il s'est jamais plaint de douleur au cœur ou quoi que ce soit, mais il avait un peu d'hypertension. Donc, j'attends bien sagement. Et puis là, au loin, il y a un des médecins. Je suis rassurée parce que je me dis, il est bien entouré, il est en train de discuter avec eux. Et j'aperçois ses pieds et j'ai l'un des médecins qui se rend vers moi.
avec une tête un peu, enfin beaucoup de compassion. Elle me dit, vous êtes, je lui dis, Madame Chouviat, l'épouse de Monsieur Chouviat, je vois bien que vous êtes avec lui et tout. Elle me dit, bah, suivez-moi. Et là, tout de suite, elle demande la fameuse clé, vous savez, de la pièce où est-ce qu'on annonce les mauvaises nouvelles. Et donc, elle m'installe au calme. Et très vite, elle me dit, écoutez, il faut que je vous le dise quand même assez rapidement. Je suis très pessimiste en ce qui concerne l'état de santé son diagnostic vital est engagé. Je suis très pessimiste sur les heures à venir. On a beaucoup de mal à le stabiliser. Il a été transporté par le SAMU. Elle m'a dit, moi, pour des raisons que j'ignore, elle me dit sûrement une asphyxie, mais elle me dit, il a fait un arrêt cardiaque, je ne sais pas pourquoi. Et donc, à un moment donné, elle m'a dit, son cerveau et son cœur n'ont pas été oxygénés comme il le fallait. Ça se trouve une minute, voire 2 minutes, ça vous paraît pas beaucoup, mais il en faut très peu. Et elle me dit, très vite, si vous avez des enfants, de la famille, tout ça, il est vraiment le temps de les appeler. Et là, j'ai mon fils et ma fille qui sont déjà dans le couloir. Donc, elle avait l'air de savoir de ce qu'elle parlait. Donc, très vite, je leur ai dit, j'ai appelé ma fille, j'ai rapatrié sa mère qui était à Biarritz, j'ai rapatrié ma mère qui était en Tunisie. Enfin, j'ai dit, voilà, tout le monde rentre, venez, l'heure est grave. Et puis après, comme on est croyant, on a cru au miracle. Alors qu'aujourd'hui, quand on me dit qu'il a eu une fracture du larynx, vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Je pense qu'il est mort sur le coup, mais bon, ça reste une hypothèse. Mais on a cru au miracle. Alors, on a prié pendant 2 jours à son chevet. 2-3 jours. Voilà. Et puis, Sophia, elle était là. Sophia, votre maman, elle vous appelle, elle vous annonce... Moi, à ce moment-là, je suis déjà un peu stressée parce qu'on m'informe qu'on ne trouve pas mon père. Et puisque j'ai l'habitude... Enfin, je trouvais ça directement bizarre parce que mon père, je suis habituée à ce qu'il m'appelle tout le temps. Donc, quand il est sur la route, quand il est en chemin pour travailler, il livrait ses plis et ses colis pour passer le... Et bien sûr, oui. Quand il nous passe nos appels, il est équipé d'un kit, mon frère, mon grand-père, ma famille. Il a précisé plusieurs fois parce que certaines informations fausses sont véhiculées à ce propos, à cause de la police, bien sûr, parce qu'ils ont soutenu que mon père avait le téléphone à la main alors que... Il a toujours son... Voilà, un kit, vous savez tous comment on est équipé. Comme tous les livreurs, oui. Exactement, donc à ce moment-là, je n'étais pas rassurée parce que depuis mon réveil, je ne l'avais pas eu au téléphone. Donc je l'ai appelé et c'est bizarre, mon père, il me répond tout le temps. Donc il peut être occupé même avec un client, il va me répondre, il va me laisser en attente, il va me faire comprendre qu'il est occupé, mais il va prendre le temps de répondre. Donc vous êtes dit, il se passe quelque chose de... Donc là, j'ai eu une montée de stress et de panique, mais il fallait pas que je la laisse paraître parce que j'étais aux côtés de mon petit frère, Issa, de 3 ans. Donc vous savez, les enfants, en 2 secondes, ils arrivent à savoir... À capter, oui. À capter quand il y a quelque chose de grave qui se passe. Donc une fois qu'ils sont arrivés à l'hôpital, moi j'ai pu avoir par mon oncle... que juste l'état était grave et qu'il fallait vite qu'on prenne nos jambes à nos coups et qu'on se dépêche de venir au chevet de mon père. En tout cas, à ce moment-là, en plus, vous connaissez Paris avec les bouchons, etc. La panique. Le stress monte, la panique. Et en arrivant, rien ne me rassure parce que je le vois entouré de machines. Et on m'explique que sans ces machines qui sont assez moches, il ne peut pas vivre. Donc moi, le premier réflexe, c'est débranchez pas. J'ai même pas pensé à comment ça s'est passé, qui, quoi, enfin... La première réflexion, rassurer mon petit frère, mes frères et sœurs, rester auprès de ma famille et prier. Bien sûr. Donc, ce qui m'a empêché de pas tomber par terre à ce moment-là, c'est de prier. Parce que comme ma mère l'a expliqué, on croit au miracle et j'y crois encore. Mais aujourd'hui, à quoi je crois encore le plus, c'est que tout ça se termine en paix et en justice. Que la justice soit faite parce qu'après tout ça, ces derniers jours où j'ai pas dormi, j'ai pas bu, j'ai empêché mon corps de se nourrir parce que j'avais peur de pas rester assez longtemps auprès de mon père. Parce que qu'on le veuille ou non, on sait au fond que c'est peut-être les derniers instants où je suis restée. Et au moment où l'heure fatale, elle est arrivée, on m'a dit que ça y est, que quoi qu'il arrive, même avec mes prières, ça y est, il allait pas revenir. Et c'est là que tout s'est enchaîné. Pourquoi? Comment? Mon papa, qui est mon héros, qui est mon amoureux,
C'est l'homme de ma vie. Je dis ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de filles, beaucoup de pères, beaucoup de personnes qui peuvent... Je prends la peine d'être aujourd'hui ici sur ce plateau, vraiment pour transmettre cette peine. Parce que je pense que ça touche tout le monde. Les mauvais, les bons, n'importe quel individu humain. On m'a enlevé mon père. À moi, mes frères et sœurs, certains qui sont derrière. Et je sais que je le retrouverai pas. Donc voilà. Ce qui m'aide, ce courage et cette dignité qu'on n'arrête pas de nous dire, c'est vraiment c'est la foi. Et on croit quand même un peu encore à la justice. Voilà. C'est la première fois que vous témoignez, Sophia? Non, c'est... Je sais pas. Enfin, c'est... vous... La deuxième, on va dire. Mais c'est la première fois que je suis un peu plus préparée à... Exactement, à parler, que vous parlez autant. À en parler et à... Vous livrez autant. À me livrer, surtout quand... je le vois comme ça. Il était vraiment plein de vie, plein de projets, plein de bonnes intentions. C'était, il avait un cœur, mais immense. C'est un grand gâchis, c'est une grande perte. Et pour me consoler, ouais, voilà. On espère pour nous consoler que ça se reproduira plus. Ça se reproduira plus et que cette perte-là, cette douleur-là, elle guérira d'autres personnes et elle empêchera que ça se recommence. Justement, Doria, vous aujourd'hui, vous êtes venue témoigner avec Sophia aujourd'hui. À qui vous en voulez et qu'est-ce que vous réclamez? Voilà, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Parce que c'est vrai que Cédric... Déjà, franchement, dans l'urgence, oui, pour le principe et pour nous rassurer qu'on peut effectivement croire en cette justice, je ne comprends pas qu'il n'y ait aucune mesure qui ait été prise vis-à-vis de ces 3 ou 4 individus qui sont directement... Alors, il y a une enquête en cours actuellement, c'est ça? C'est ça. Il y a une plainte qui a été déposée. Bien sûr. Pour l'instant, ils ont retenu homicide involontaire. Moi, j'ai un peu de problème avec le mot involontaire. Après, bon, voilà, je ne perds pas la raison pour autant et je ne rentre pas dans la haine. Je me dis, sur le coup, quand ils l'interpellent, ils ne se disent pas, tiens, celui-là, on va le tuer. Vous les avez rencontrés? Vous les avez vus Mais écoutez, moi, j'ai cette dame qui... Ah oui, à part cette dame. À part cette dame, non, j'ai rencontré personne. Nous, de ce que j'ai pu lire dans la presse, on nous parle d'individus qui seraient meurtris. Ils ne se sont pas manifestés. On n'a pas eu de nouvelles. On s'est beaucoup inquiété trop tard de l'état de santé de mon mari. On s'est beaucoup inquiété de l'état psychologique de mon mari. Moi, mon mari, j'ai eu à 8h04. Il m'a appelé, il m'a dit « Allô chérie, ça va, la route, ça se passe bien, ouais, tranquille. Et sinon, toi, bah ouais, ceci, cela, ouais, Ryan, ce soir, faut qu'on lui parle. C'est notre aîné. Ouais. On avait prévu une petite réunion familiale avant que le week-end y commence. On s'est dit, l'avocat des pauvres, on se débarrasse d'elle parce qu'elle a tendance à défendre son frère. On essaye de les diviser pour mieux les dominer parce qu'ils sont en nombre. Bien sûr. Vous avez, je vous rappelle, vous avez... J'en ai 5. Et ils se défendent entre eux. Donc, on a commencé rapidement à mettre une stratégie en place au téléphone. Et je lui dis, mais sinon, à part ça, il y avait un truc en particulier au cas où, parce que vous savez, en discutant, on peut oublier la raison. Il me dit, non, je t'appelais juste pour dire que j'étais de très, très bonne humeur. Je lui dis, bah écoute, c'est de la bombe, tant mieux. Je lui dis, bah écoute, tant mieux, ça me fait plaisir quand tu m'appelles et tu me dis que t'es de super bonne humeur. Voilà ce qu'il m'a dit. Et la veille aussi. La dernière conversation que vous avez eue? La dernière conversation que j'ai eue au téléphone. Et l'avant-dernière, c'était dans le salon. Moi, j'allais pour me coucher. On regarde beaucoup la télé à partir de 22h, 21h. On vous regarde d'ailleurs. Mon mari, moi je vous regarde pas, mon mari et les enfants vous regardent parce que moi je suis au fourneau. Et il était plein de bonnes résolutions. Il s'était inscrit dans un truc de sport, vous savez, avec des électros, machin et tout. À Levallois, ils en ont ouvert un. Donc c'est plein de belles résolutions. Et puis il s'est dit, bon, je me mets à la soupe aux choux parce qu'effectivement, il avait pris un peu de poids. Donc il a fait sa soupe aux choux et avant de dormir, je lui ai dit, tu me la mixes. Et après, je te la range au congèle, mais mixe-la. Il m'a dit, ouais, t'inquiète, je le fais. Je lui dis, bon, je sais que tu vas pas le faire. Au pire des cas, à 5h, je la mixe et je la mets dans le congèle. Bon, en fin de compte, il l'a pas mixé, je l'ai pas mixé non plus. Et puis voilà. Oui, c'est normal, c'est votre ressenti. Ouais, c'est important que vous nous expliquiez aussi le contexte. Le contexte, c'est... Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites confiance à la justice? Je dirais pas que je fais pas confiance, parce que je suis une fille pleine d'espoir et très optimiste de nature. Et j'attends toujours une belle issue. J'attends une issue. Quelle serait la belle issue pour vous? Parce qu'il n'y a plus de belle issue. La belle issue, moi je pense que dans un premier temps,
il faudrait qu'il y ait une prise de conscience, qu'ils se remettent en question, qu'il y ait un intérêt général. Vous voyez ce que je veux dire? Genre qu'on soit tous un peu dans le même bateau parce qu'on est tous concernés et qu'on se dise, bon, certes, Cédric et d'autres, Beaucoup. la violence policière, c'est un fait, c'est quelque chose qui s'est vraiment banalisé. Avec le temps, c'est pas normal. C'est disproportionné, c'est pas justifié, c'est... Donc en face de nous, en fin de compte, on se retrouve avec des policiers qui nous font peur. On se dit, ils vont perdre leur sang-froid, ils vont s'énerver. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ils ont beaucoup de pouvoir. Nous, on a l'obligation de se soumettre à leur contrôle, etc. Mais aujourd'hui, on est tous conscients qu'un contrôle, il peut très vite déraper. Comme on a pu le voir pour Cédric et dans Qu'est-ce que vous cas. attendez comme peine pour les personnes qui... Une condamnation? Mais quoi? C'est-à-dire de lourdes peines de prison? Bien sûr. On a ôté la vie de mon père. Écoutez, Oui. la vie, ça n'a pas de prix. Ça a pas de prix. C'est en même temps, c'est dissuasif pour les autres. Parce que là, moi, vous savez ce que je me dis? Je me dis, il n'y a pas un moment où ce policier, il a eu peur de le tuer. Il a eu peur d'aller en prison. Il n'y a pas un moment où il s'est retenu. Moi, j'ai mon frère qui fait du MMA. D'accord? Donc les étranglements, tout ça, c'est une pratique autorisée dans les MMA. Et Dans d'autres armes. dans les compétitions, dans les entraînements, il n'y a jamais eu de mort. Et pourtant, il y a l'esprit de compétition. Bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a l'esprit de compétition. Ils savent le maîtriser. Oui, Mais c'est ça. il y a pas de mort. Donc ça veut dire qu'eux, on leur donne des techniques aujourd'hui qui sont pas en mesure de maîtriser, parce que comment il va se défendre? Il va dire qu'il voulait pas. Lui-même, il va se retourner vers ces personnes qui lui ont donné ses pleins pouvoirs ou qui l'ont peut-être pas préparé à faire face peut-être même à un contrôle. On envisage éventuellement, un contrôle, le ton il peut monter, on peut tomber sur une personne qui est un peu surmenée, qui est pressée. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous savez, le sourire c'est gratuit, la politesse c'est gratuit. Y a plus, ils se plaignent, ils disent qu'il n'y a plus de respect. C'est vrai, on voit bien autour de nous que le monde a changé, etc. Mais eux quand même, ils représentent les forces de l'ordre. Ce sont des gardiens de la paix. C'est à eux de montrer l'exemple. Sincèrement. Donc, dans un premier temps, vous abordez une personne, ça vous coûte quoi de lui dire bonjour? Et même, c'est pas parce que vous allez lui adresser un sourire que vous allez perdre votre crédibilité. Sourire, c'est communicatif. Mais c'est plein de petits Qu'est-ce que trucs. vous a dit le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, parce que je crois qu'il vous a reçu? Oui, il nous a reçus. Il vous a dit effectivement. quoi? Quand vous arrivez dans le bureau de Christophe Castaner, il vous dit quoi? Il m'explique que d'une certaine manière, il a une part de responsabilité. D'accord. Il s'excuse, Compatie. il présente ses condoléances. Mais après, par rapport à nos demandes, c'est-à-dire que les policiers soient suspendus, C'est la pratique du plaquage. de mettre un terme, Vous y avez été avec qui accompagné de Votre fille, d'accord? mes deux aînés, Mon grand frère, de ma belle-mère, D'accord. mon beau-père ma tante. et ma Sœur de belle-sœur, mon père. la sœur de mon mari. D'accord. Donc il vous dit que par rapport aux sanctions, pour l'instant, Nos il ne peut avocats. rien faire. Oui, il peut rien faire du tout. On voit que c'est un homme qui a les mains liées. Il est entre deux feux, vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais Vous voyez ce que je veux dire? Comprendre dans quel système Voilà. où il est. Moi, je vois par rapport à ce qu'il me dit, parce qu'il constate quand même avec nous qu'effectivement ça c'est pas normal, qu'effectivement ça s'est banalisé, qu'effectivement c'était disproportionné, qu'effectivement c'est très grave ce qui s'est passé et que c'est irrémédiable. il avait eu le rapport? Il y avait déjà un rapport qui avait été fait? Il avait eu le rapport? Il y a un premier rapport, c'est le même d'ailleurs, mais très vite dans l'autopsie, ils expliquent bien qu'il y a eu une asphyxie qui a provoqué l'arrêt cardiaque et l'arrêt cérébral, je ne sais pas si ça se dit, et qu'il y a eu une fracture du larynx. Donc il regrette, il est compatissant, mais je vous dis, nous on en a profité, on a demandé à nous voir, donc bien sûr on a des choses à revendiquer, donc nous ce qu'on a demandé c'était simple, et c'était largement justifié avec ce qui s'est passé, puisque je vous dis, moi j'imagine déjà la défense de ces policiers, on voulait pas. Est-ce que vous auriez aimé quand même qu'ils vous appellent ou qu'ils viennent vous voir, vous et votre famille? Les policiers Oui. qui viennent nous voir, non, peut-être pas. Mais Ils vont sentir un sentiment de culpabilité. ils auraient pu témoigner de leurs regrets. Ils auraient pu demander pardon. Alors, est-ce que vous pensez que... Est-ce que ça, je m'adresse à Raquel, est-ce que si les policiers avaient demandé pardon ou s'étaient rendus chez la famille Chouviat ou leur avaient envoyé un mot, est-ce que ça aurait pu être retenu contre eux lors du procès? Non, mais disons que s'ils admettent avoir eu des gestes qui ont directement provoqué la mort
de votre papa, de votre époux, Ça peut jouer contre eux après. c'est auto-incriminant. C'est ça. Alors, cela dit, la justice en général apprécie lorsque les personnes mises en cause, poursuivies, manifestent un regret. Parce qu'ils auraient pu dire, voilà... C'est aussi le rôle de la justice que les victimes Oui. puissent obtenir réparation. Alors là, c'est irréparable, mais au moins ce sentiment de regret qui soit exprimé, c'est quelque chose qui est de l'ordre, on va dire, d'une règle de vie en commun qui est vieille comme le monde. Et la justice, elle en tient compte, bien Alors, évidemment. Sophia et Doria, voilà, on va avoir le sentiment de chacun ici autour de la table. On est tous très émus hein, par ce témoignage. En plus, vraiment, je tiens à souligner votre courage et la façon de s'exprimer aussi de Sophia qui est magnifique, qui nous a fait passer un message exceptionnel. Karim, quel est votre sentiment, vous, sur cette affaire? Bon, moi, Est-ce que ça vous révolte? je suis d'abord bouleversé de les entendre.